Très bien, on va commencer. Donc, bonjour à tous les participants qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire autour du RPA, donc RPA Robotic Process Automation, un webinaire qui est co-organisé par le groupe Kérus et son partenaire éditeur de solutions RPA UiPath. Le thème d'aujourd'hui, donc on a la chance de recevoir le témoignage de Fabrice Belorger qui est chef de projet RPA au ministère des Armées, la direction centrale du service du commissariat des armées, plus précisément. Autour de ce webinaire, l'objet, c'est vraiment de parler, de recueillir le témoignage donc, de Fabrice Belorger, qui a commencé par un POC et qui nous parlera de comment aujourd'hui on en arrive, en tout cas, à l'industrialisation d'un projet RPA. Fabrice nous rappellera l'intérêt du RPA, quelques éléments de contexte, les facteurs clés de succès de ce projet. Bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'évoquer les difficultés ou en tout cas les points d'attention dans le cadre de son projet, celles qu'il a rencontrées. Et puis, bien sûr, comment aujourd'hui ce POC a permis de passer à une phase de déploiement, en tout cas plus généralisée, d'industrialisation et d'ancrer la RPA au sein du ministère des Armées. Donc, avec nous, Guillaume Mühlmann, à qui je vais laisser la main pour démarrer, avant ensuite bien sûr de laisser la parole à Fabrice Belorger. Merci Steve. Et c'est vrai, tu le sais bien, ces moments de partage et de retour d'expérience sont toujours des temps importants pour l'équipe du secteur public de UiPath. En effet, ils nous permettent d'illustrer la conviction que nous défendons, qui est que l'automatisation est l'un des moteurs les plus puissants de la transformation de l'État. Depuis le plan d'action, le programme Action publique 2022, l'ensemble des administrations et les grands ministères ont décliné leur plan d'action sur le sujet et nous les suivons de près. En ce qui concerne le directeur central du commissariat des armées, il a lancé en 2018 un programme SCA 22, dont l'une des ambitions que j'ai notées est moderniser l'administration du soutien via la digitalisation. Il en décline ensuite 7 intentions stratégiques. J'en ai gardé 2 qui me semblent importantes dans le contexte d'aujourd'hui, qui sont innover, moderniser la qualité du soutien, et la deuxième qui est améliorer la productivité collective. Donc le sujet d'aujourd'hui est bien de voir si les bénéfices de l'automatisation répondent à ces enjeux. Plus personnellement, moi je pense qu'on va aussi au-delà et je pense qu'ils apportent aussi une meilleure qualité de vie de l'agent, on pourra peut-être en parler, et aussi globalement l'amélioration de la marque employeur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et je pense que c'est le témoignage du SCA qui sera vraiment la pierre angulaire de ce webinaire, je souhaite mettre en visibilité, bien évidemment, l'équipe du Bureau de transformation numérique qui est présente aujourd'hui. Évidemment, l'équipe avant-vente UiPath pour le travail de fond qu'elle mène avec la DGNUM au ministère au niveau central. L'équipe partenaire qui accompagne Kérus au quotidien. Et puis, bien évidemment, ton équipe, Steve, qui a su déployer un véritable commando pour permettre une mise en œuvre du projet dans un temps, je crois, assez court. Donc, je vais passer la parole à Fabrice Belorger. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice Belorger, je suis commissaire des armées. J'interviens aujourd'hui plutôt en mon nom et en ma qualité d'expert transfo numérique pour le commissariat des armées, plus que au nom du ministère des armées, dans le sens où nous sommes en train d'échanger beaucoup sur le sujet entre armée, direction et services, et que ce volume ministériel est en cours de mise en place, mais il n'est pas encore parfaitement. Alors, ce que je peux dire sur le projet. Alors, nous avons travaillé autour de la mise en place d'un robot de manière à permettre d'automatiser des processus au sein d'un centre ministériel qui traite des frais de déplacement et des changements de résidence. La problématique de ce centre était plutôt d'absorber une charge sans effectifs supplémentaires. Quand je dis absorber une charge, c'est globalement un facteur 4 à 6 en termes de besoin de production et sans effectifs, je le redis, sans effectifs supplémentaires et avec des agents qui étaient déjà bien occupés. Donc pour faire ça, on s'est dit qu'on allait réfléchir à comment automatiser des choses. Et puis, on a décidé de tenter l'aventure RPA en disant et pourquoi pas voir ce que ça peut donner, est-ce que ce système, ce dispositif peut nous aider.
Donc on s'est vraiment intéressé au sujet pour absorber une charge et par là même pour orienter également les agents vers des fonctions qui soient peut-être plus intéressantes que ce qu'ils faisaient auparavant. À titre d'exemple, on avait des agents qui passaient leur journée entière à redimensionner des pièces jointes. Et dans les dossiers de déménagement qui sont transmis par les administrés dès lors qu'ils sont mutés, certains vont envoyer une copie de leur pièce d'identité, par exemple, sous forme de photo, ou sous forme de PDF, ou sous forme de scan, ou sous forme de tout ce qu'on veut. Pas toujours très exploitable. Et en fait, on avait des personnes qui passaient un temps fou à redimensionner les choses pour qu'elles passent dans les systèmes. Ça, désormais, c'est de l'histoire ancienne, c'est automatisé et tout est normalisé. Tout est traité par le robot, c'est juste un élément du processus, mais au moins, on a des dossiers propres et standardisés. Alors, qu'est-ce que l'on a, de quoi a-t-on besoin, pardon, comme facteur clé de succès? Déjà d'une équipe engagée. Ça, ça me paraît une évidence. Il faut engager toute l'équipe, et toute l'équipe, y compris et surtout au domaine fonctionnel, au niveau fonctionnel. Sans les fonctionnels, on a beau avoir toutes les techniques du monde, on fera rien. Donc l'idée, c'est vraiment, dès le début, d'échanger avec les agents et d'anticiper le plus en amont possible la conduite du changement. Le robot est quelque part un agent supplémentaire. Et cet agent supplémentaire, il va falloir le gérer, donc prévoir également tout ce qui est accompagnement technique, TMA et compagnie, mais il va falloir également l'inclure dans le paysage. J'entends par là donc les agents qui avant traitaient mes fameuses pièces jointes à redimensionner, mais il va bien falloir les occuper, c'est-à-dire leur donner des tâches plus gratifiantes, qu'ils soient en mesure de réaliser, bien sûr, et qui leur permettent de vivre au mieux peut-être leur expérience professionnelle. Dans les facteurs clés de succès, il faut également avoir bien anticipé les besoins techniques. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agirait pas non plus de faire un robot qui vient travailler à une telle vitesse déstabilise les systèmes d'information. Nous, on n'a pas rencontré cette difficulté, mais c'est quand même quelque chose où on s'est dit, il faut qu'on soit vigilant parce que quand on traite, et c'est le résultat final de notre projet, 130 dossiers en 3 minutes, là où un agent est passé largement sa journée, est-ce que nos systèmes et les machines vont suivre? Bon, au final, tout se passe bien. On n'a pas de perte de quoi que ce soit au niveau technique et tout rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire, tout se passe normalement. Mais c'est quand même quelque chose à bien anticiper en cas d'automatisation forte. Sur les points de difficulté que l'on aurait pu rencontrer et que l'on a rencontrés, évidemment, c'est la structuration des choses. C'est-à-dire que il faut avoir prévu un PC de développement, mais également, si possible, une pré-production et une production. Je ne vous apprendrai rien en disant que si on commence à développer sur la prod, on peut avoir quelques soucis rapidement, qui soient plus problématiques qu'intéressants pour nous en termes de gains. Donc, cette structure-là, et chez nous, c'est pas quelque chose de toujours très simple. Il a fallu la mettre en place petit à petit. C'est pas quelque chose d'extrêmement urgent au tout début, mais il est mieux d'avoir déjà un PC de développement, pour ensuite aller chercher des choses sur la production. On a rencontré aussi quelques difficultés dans la compréhension initiale de ce que voulaient les agents. Ce qui nous a été proposé au départ comme projet par nos fonctionnels n'est pas tout à fait ce qui était réalisé à la fin. Mais c'est pas grave. Certaines briques n'ont pas été réalisées parce qu'on a fait le choix, au cours des discussions et de la préparation, notamment avec l'accompagnement de Kerus, on a fait le choix de ne pas aller sur ce point-là, mais par contre, en contrepartie, j'ai envie de dire, d'en traiter un autre qu'on n'avait même pas imaginé. Et là est l'intérêt de l'accompagnement d'un groupe comme Kerus. Moi, personnellement, j'avais jamais vu de robot, j'avais jamais fait de robot. J'avais parlé, mais c'est là. Et donc, avoir ce conseil
eh bien, c'est quelque chose de très précieux pour nous permettre d'automatiser les bonnes choses dans le bon tempo et avec, j'ai envie de dire, le bon gain. Et du coup, dans les bénéfices de ces robots, on va retrouver bien sûr j'ai envie de dire la qualité de vie de l'agent. On va y trouver bien sûr de la productivité. Et justement, là, je rebondis sur ce que disait Guillaume Mühlmann, la productivité collective, qui est un des enjeux forts du service et fort du ministère de manière générale, puisque bon, vous avez tous suivi l'actualité ces dernières années. Et on n'est pas tout à fait en phase de développement en termes de RH. Donc, quand on a moins de personnes, ou en tout cas pas plus, mais que les charges augmentent, parce que les choses sont toujours aussi importantes à traiter qu'avant, voire plus, notamment par la digitalisation, hein, le côté déménagement, par exemple, je vous dis, on fait un facteur 4 en 2 ans. Donc, les gens déménagent pas plus, mais ils déménagent plus de manière digitale. Donc, quand on a tout ça, eh bien, l'appui d'un système d'information, enfin, on le qualifiera de système d'info ou pas, d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on se pose avec la Direction générale du numérique. Si un robot est un système d'info, ça c'est une vraie question parce que derrière il y a des problématiques d'homologation notamment qui sont différentes selon l'angle de vue. Mais quand on met en place en tout cas ce robot, on voit tout de suite des gains et c'est là où c'est intéressant. Le délai très rapide de mise en œuvre, là on parle en semaines, hein, et encore, nous on a mis on va dire 1 mois et demi à peu près parce que c'était le premier et qu'on a eu des difficultés techniques de notre côté, du côté client, pas du côté réalisation. Une fois qu'on a levé nos problématiques techniques, c'est quelque chose qui prend 3-4 semaines, ça va très très vite. Donc, tout ça, ça nécessite forcément d'anticiper un peu d'organisation technique, un peu de conduite du changement, et puis une équipe très intégrée avec les fonctionnels. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire, s'il y a quelques éléments à compléter, je le ferai avec plaisir. Ouais. Donc effectivement, merci Fabrice. On voit bien quand même qu'il y a quelques prérequis finalement quand on reprend un petit peu le contexte du projet RPA, notamment de la volumétrie, des utilisateurs qui exécutent un certain nombre de tâches qui peuvent prendre du temps, qui peuvent être compliquées. Là, vous avez évoqué ces documents PDF qu'il fallait retravailler, qui prenaient beaucoup de temps. C'était quelque part un irritant. On l'a vu. On a eu l'occasion de le voir avec les équipes. Donc effectivement, il y a ce contexte, on va dire, de volumétrie, de qualité de la donnée, parfois d'irritant, sans doute de taux d'erreur aussi qui sont possibles et qui vous ont permis en tout cas d'envisager le RPA comme étant une solution à ces difficultés. Ce que je retiens aussi, et vous l'avez. Oui. Oui, je rebondis juste sur le taux d'erreur. Effectivement, j'avais oublié ça. Le taux d'erreur chez nous, bon, comme chez tout le monde, à partir du moment où un agent saisit quelque chose, il est susceptible de faire plus d'erreurs qu'une machine. Logiquement, c'est normal. Eh bien, ce système de robot nous a permis de construire un tableau de bord finalement qui récupère toutes les infos dans 4 systèmes d'information différents, qui sont d'ailleurs autant sur Internet que sur nos réseaux propres. Donc le robot va chercher les informations et publie une espèce de feuille de compte rendu qui dit à l'agent OK, le dossier est bon et on peut continuer son traitement dans le système métier. Ou alors, attention, sur cette pièce-là ou sur cette information-là, j'ai un doute, j'ai pas compris, je suis pas sûr de moi. Et l'agent, à partir de là, prend la main, contacte l'administré, fait les corrections nécessaires et renvoie la vérification du robot qui dit OK, pour moi c'est bon maintenant et on continue. Donc ça, c'est très important aussi, effectivement, la fiabilisation de la donnée, parce que là, pour le coup, quand on veut que nos fichiers soient normalisés, notamment dans leur appellation, il n'y a pas de doute possible. Le nom de l'agent qui déménage, par exemple, fait partie d'un des champs de normalisation. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Voilà. C'est pas, j'écris, je sais pas moi, Bélorger avec un T, et puis sur l'autre dossier avec un Y, puis sur l'autre avec un R. Non, je l'écris toujours pareil. Ça, c'est très très important dans le suivi et dans
la suite, puisque derrière, on a de la donnée propre et on peut imaginer plein d'exploitations que l'on n'avait pas jusque-là. Donc, effectivement, c'est là aussi qu'on voit tout l'intérêt de passer au RPA avec ces étapes de validation et de qualité du processus. J'allais dire, on rend le processus, d'une part, beaucoup plus standardisé et plus robuste. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit aussi sur l'implication des métiers. Alors, traditionnellement, sur ce type de projet, il faut vraiment qu'il y ait à la fois les DSI, si on peut le transcrire comme ça aux armées, et les métiers qui soient très impliqués, notamment en amont, d'une part pour vulgariser, j'allais dire, le RPA. Qu'est-ce que le RPA, qu'est-ce que le RPA va leur apporter, et puis qu'il n'y ait pas de risque, notamment au moment où on parle de périmètre d'automatisation. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit. Quand on est parti sur un périmètre à automatiser, on s'est aperçu finalement qu'il y avait d'autres choses à faire et sans doute à prioriser, qui ont été identifiées donc, dès les premiers échanges et notamment en phase de cadrage. Et les retours pour le coup sont intéressants puisqu'ils vous ont permis à la fois de prioriser ce qui allait être fait au cours du POC. Donc c'était déterminant parce qu'encore une fois, le POC visait quand même d'une part à démontrer l'utilité du RPA. Donc il fallait vraiment s'assurer que le périmètre soit bien borné. Donc il a évolué, ce périmètre, en tout début de projet. Et aujourd'hui, il vous a permis, en post-POC, j'allais dire, d'envisager d'autres tâches à automatiser, toujours en lien avec ce même processus, qui a d'ailleurs été découpé. Si je reprenais un petit peu aussi, juste pour illustrer la rapidité avec laquelle le POC a été mené, il s'agit de quelques semaines. Qu'est-ce qui fait que ce POC a pu être conduit aussi rapidement? Est-ce que c'est l'agilité? Est-ce que c'est la gouvernance que vous avez mise en place avec une équipe de projet dédiée, avec l'implication des métiers? Je ne sais pas si Fabrice, vous m'avez entendu. Ouais, désolé, j'ai pas entendu, ça capte très mal chez moi. Alors, je disais, qu'est-ce qui, selon vous, a pu contribuer au succès de votre POC, puisque le thème aujourd'hui, c'est vraiment passer du POC à l'industrialisation. Au-delà de l'implication des métiers, au-delà de la technologie RPA, qu'est-ce qui, selon vous, a permis d'accélérer, j'allais dire, parce qu'on était là quand même, très vite, d'accélérer sur ce sujet RPA? Est-ce que c'est la gouvernance que vous avez mise en place? Est-ce que c'est parce que vous avez fait le choix de passer, d'aller en mode agile, en tout cas sur ce projet? Alors, globalement, oui, effectivement, on est allé en mode agile sur le projet. On fait pas du cycle en V sur un truc comme ça. Mais ce qui permet surtout d'accélérer, c'est l'engagement, tout simplement. C'est l'engagement des chefs, notamment. Moi, je me souviens très bien de mon patron qui me dit tu te débrouilles comme tu veux, je veux un robot qui marche, tu choisis où, mais je veux qu'il marche globalement avant l'été. Bon, on devait être au mois de mai, quoi. Eh bien, à l'été, le robot marchait. Alors, on fait pas pour faire. J'avais déjà ça en tête, on en avait déjà parlé un petit peu avant, mais de suite, je suis allé chercher ce qui pourrait se faire, et surtout, je me suis entouré des bons acteurs. Je suis pas allé à l'aventure dans un service qui, d'entrée de jeu, m'a dit non, je veux pas entendre parler de ça. Donc, je suis plutôt allé vers un service qui m'a dit pourquoi pas. Et puis ensuite, en travaillant avec eux, en impliquant leurs équipes, ils se sont rendus compte que c'était pas juste des paroles en l'air et qu'on était capable d'aller plus loin. Avec la pression, on va dire ça comme ça, des chefs et surtout leur accompagnement, on arrive à produire des choses très 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 rapidement, vraiment. Donc, je reviens un peu là-dessus, mais je pense qu'il faut une vraie implication de tout le monde, que ce soit les traitants ou leur hiérarchie et les hiérarchies de chacun, en fait, enfin les hiérarchies ou l'encadrement de chacun. Et puis, effectivement, je me souviens qu'il y avait cet engagement fort, en tout cas, de la direction. Et puis, les premiers échanges qu'on avait eu avec les métiers, la crainte, c'est que c'était de repartir sur un projet, j'allais dire, un projet informatique qui soit long, qui dure plusieurs mois.
pour lequel une mobilisation forte aurait été bien évidemment nécessaire, mais qui avait sans doute le risque, avec le risque de voir que les choses traînent. Alors que là, effectivement, on l'a vu, on l'a vécu avec les équipes, la rapidité, la rapidité avec laquelle le projet s'est mis en place et cette technologie qui est, alors on parle de technologie pas invasive, elle a des résultats immédiats et ça, c'est vraiment, c'était palpable en tout cas avec les équipes. Oui, tout à fait. Ça, clairement, c'est un élément fondamental qui nous amène à faire la suite. Effectivement, j'ai eu pas mal d'échanges avec la direction du centre où on a développé ce premier robot qui me disait ouais, ok, t'es gentil, tu vas encore me faire un truc et dans 3 mois tu vas me dire que c'est pas possible ou qu'il va falloir faire un autre truc et puis tu vas me demander beaucoup d'heures et moi je vais pas m'en sortir. Bon, moralité, je pense que au niveau des fonctionnels, il y a eu une implication certes, mais finalement pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'ils se sont impliqués. Volume horaire, bah c'est pas non plus, on leur a pas demandé de bosser H24 sur le sujet. C'est quelques réunions, c'est 3-4 réunions de 2 heures, et puis des échanges bien ciblés, bien menés, qui permettent de vraiment positionner et découvrir, oui, faire sortir là où le gain sera réel et efficace. De mettre en service vite et de garder cette dynamique. Et forcément, quand on est dans un centre d'une telle volumétrie, eh bien, on nous dit ah bon, ok, c'était super ton truc, et maintenant, est-ce que tu pourrais pas me faire un truc parce que j'ai un autre problème sur ça. Et c'est ce qui s'est passé. Le directeur du centre m'a fait quelques propositions d'autres robots que l'on a traités avec ce qu'on appelle une matrice d'éligibilité. Donc, on a aussi structuré ça pendant cette phase de conception et de ce premier robot pendant ce POC, en se disant bon, finalement, quels sont les axes majeurs qui permettent de dire oui, là il faut du robot ou là il faut pas de robot parce que finalement un simple autre outil va permettre de répondre à la question. Et une fois qu'on a traité ça, on s'est rendu compte que 2 autres domaines étaient éligibles de manière très intéressante. Et de manière à aller au MVP, on s'est dit bah tiens, on va faire les 2 autres robots. Et ça nous permettra, d'ici la fin d'année 2020, de se dire, bon, bah, maintenant, on va faire ça de manière industrielle. On va prévoir notre TMA sur l'ensemble de nos robots. On va prévoir tout ce qu'il faut de manière à ce que, dès 2021, on soit en capacité de produire, j'ai envie de dire, autant de robots que nécessaire. Alors, certes, on aura peut-être 100 demandes et on en gardera peut-être 20. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de garder les 20 bonnes demandes qui nous permettent de gagner sur notre productivité collective, de gagner sur le confort des agents, de gagner sur toutes ces choses-là. Maintenant, effectivement, tout n'est pas robot. Par exemple, j'ai eu dans le cas d'un centre qui fait de la logistique, une proposition de robot, bon, parce que première analyse, oh là là, ça marche pas, on va faire un robot. Bon, d'accord, c'est quoi votre problème? On regarde, bon, on discute, on regarde un peu les critères par rapport à nos critères d'éligibilité. Et puis, in fine, on se rend compte qu'en fait, c'était surtout un problème de fichier Excel, tout bêtement, globalement. Eh bien là, on n'a pas été faire un robot. On a trouvé des solutions simples, bureautiques, qui permettent de résoudre le problème, mais sans aller forcément faire un robot. Donc, il faut bien mesurer aussi la nécessité de faire cette chose-là. Même si elle est simple, il faut lui garder sa valeur, en fait, quelque part. Voilà, c'est vraiment moi, je vois vraiment la chose comme ça, ne pas faire pour faire, mais faire parce qu'on a décelé une vraie valeur derrière. D'accord, donc on voit quand même que c'est allé très très vite entre le moment, donc en juin, le projet, le POC a démarré en juin, il aurait pu se finir quasiment au cours de début juillet. Donc on voit bien que assez rapidement vous avez décidé, vous fait le choix de passer sur un mode plus industriel. Et là vous avez parlé de matrice d'éligibilité. Ça c'est vraiment quelque chose qui est on l'a vu, qui est essentiel à la fois pour tout projet RPA, mais notamment quand on se projette. Ce que je remarque aussi, c'est que ce centre, à la fois les utilisateurs comme la direction, ont décidé ensemble d'avancer sur d'autres projets qui peut-être à réorienter certaines priorités, mais en tout cas, ça a été suffisamment démonstrateur, j'allais dire, pour se lancer sur d'autres projets. Donc,
Là, on est typiquement dans ce qu'on retrouve dans les projets RPA, où on commence par un processus, ça démontre rapidement, 4 à 6 semaines, et ensuite, il faut déjà envisager d'aller sur d'autres processus à identifier. Et ça se fait vraiment avec les métiers et un appui fort de la direction. Oui, tout à fait. Alors, très clairement, on a, moi, dans mes discussions de tous les jours, j'ai déjà un bon paquet de robots susceptibles d'être éligibles. On les a pas encore tous analysés, loin s'en faut, mais dans ce process d'industrialisation, on doit impérativement disposer d'un outil de type matrice, justement, qui nous permet de chiffrer et j'ai envie de dire presque d'industrialiser aussi ce choix, presque. C'est-à-dire d'avoir des critères déterminants qui nous permettent de dire, OK, là, on va aller sur des robots et on va ensuite cadencer les productions. C'est-à-dire, on va plutôt faire celui-ci en premier, celui-ci en deuxième. Bon. C'est fondamental. Sinon, on risque de partir dans tous les sens et faire des choses qui sont pas forcément très très utiles. Et, bon, c'est vraiment de l'organisation pure, mais cette matrice est très très importante. Voilà, donc on sait que effectivement cette matrice, ou en tout cas vient en appui d'une vraie stratégie RPA, de façon à ce que vous puissiez piloter les différents processus. Sinon, on se retrouverait sur un pilotage très 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 opérationnel, avec sans doute un manque de hauteur par rapport à ce qu'on en attend, en tout cas en termes de performance. Moi, je voulais juste revenir aussi sur quelque chose qu'on avait perçu au cours du projet et qui est à prendre, je crois, en compte. On l'a vu, on a discuté. C'est le type de robot qu'on peut utiliser, puisque en fonction de ce qu'on souhaite et par rapport à un besoin initial, on peut décider de partir sur un robot en mode assisté, donc en laissant la main à l'utilisateur, pour faire simple. Et puis derrière, on voit que on peut finalement faire évoluer la réponse en proposant de faire tourner le robot d'une façon différente, soit avec des files d'attente, soit éventuellement les faire tourner peut-être demain la nuit. Donc en tout cas, cette question elle s'était posée lorsqu'on avait évoqué le projet, et elle évolue d'ailleurs en cours de projet. C'est que l'architecture à mettre en place, l'architecture cible, c'est là-dessus que je voulais peut-être insister à travers les propos qui ont été tenus, c'est que c'est quelque chose qui doit être bien anticipé. Donc ça s'inscrit dans le périmètre, dans une vraie vision stratégique, et puis concrètement ce qu'on attend en termes de performance. Parce que le robot, lui, il peut tourner 24 minutes en dehors des espaces. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors la TMA, là aussi, donc TMA, donc pour les gens qui sont, c'est la maintenance ou en tout cas du robot, pour les gens qui ne sont pas forcément coutumiers du terme. Cet aspect maintenance, il avait été là aussi, c'était vraiment la force aussi de ce projet, anticipé, et il faut la mettre en place assez rapidement de façon à pouvoir intervenir sur le robot. Oui, alors, côté maintenance, nous, on fait le choix donc d'avoir un premier niveau simple de maintenance qui reste au niveau finalement du fonctionnel, qui peut être appuyé par quelqu'un de chez nous qui a une petite connaissance un peu plus avancée sur le domaine RPA, et puis ensuite de confier à l'industriel la maintenance plus complexe éventuelle en cas notamment de changement fondamental des systèmes d'information qui alimentent ou qui reçoivent l'information justement du robot. Parce que dès lors que l'on va changer, monter en version sur les systèmes, on peut être amené à modifier le robot et selon la complexité, on fait le choix de le traiter chez nous ou bien de passer par un contrat. D'accord. Donc effectivement, on voit bien là aussi que la formation ou en tout cas l'identification des ressources qui sont en capacité d'assurer une espèce de niveau technique, de premier niveau technique d'intervention, il est important. Ça s'est perçu au cours de votre projet. Ça veut dire aussi, on n'en a pas forcément parlé en ces termes-là, mais il y a une petite évolution des compétences quand même des utilisateurs également, qui demain va se rebasculant sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, soit en contact direct avec vos clients internes, soit sur des process plus qualitatifs, j'allais dire, de contrôle qualité. Typiquement, les agents qui aujourd'hui bénéficient le plus bénéficient directement du robot, on a une personne du coup qui avait des appétences déjà un petit peu techniques
système d'info qui va être notre référent fonctionnel et qui va faire vraiment le tout premier niveau d'intervention technique, assez basique, mais parce qu'elle en a fait le choix de cette orientation-là, plutôt que de passer son temps à contrôler des dossiers, vérifier que le fichier est bien nommé, enfin bref, des choses comme ça. Et les autres qui sont plus en amont dans la production vont se concentrer sur le contrôle. C'est-à-dire que plutôt que de passer leur temps à redimensionner les pièces jointes ou à s'assurer que tous les documents soient bien dans le dossier, ça on le laisse faire de manière très basique au robot. Et les agents vont par contre s'interroger sur, tiens, c'est étonnant, il nous dit qu'il déménage, il est marié, il a 3 enfants, alors que dans la base de données, je ne sais quoi, le robot nous fait remonter qu'il a que 2 enfants à charge. Donc les droits ne sont pas les mêmes, donc le cubage n'est pas le même non plus pour le déménagement. Enfin bref, ça lui permet de faire du contrôle et de s'assurer, j'ai envie de dire quelque part, de la bonne dépense des deniers d'État, plutôt que de s'assurer que le fichier Excel s'appelle bien Toto ou Tutu, quoi. Aucun intérêt en soi. Très bien. Il nous reste, je vous propose de garder un petit temps. Alors, je vais résumer un petit peu, je vais tenter de résumer ce qui s'est dit et de laisser la possibilité à nos participants, en tout cas, de poser quelques questions. On peut se garder 10 ou 15 minutes pour répondre aux questions des différents participants. Donc, voilà, un projet qui s'est déroulé dans des temps assez rapides, avec une technologie finalement un peu invasive. L'appropriation par les métiers, donc avec une application très forte. La structure cible de l'application centrale a aussi permis de relancer les choses. Et puis, une gouvernance qui est mise en place entre votre équipe projet et les métiers. Un besoin qui peut évoluer avec une solution qui peut évoluer en cours de POC. Une architecture cible à prendre en compte. Donc ça, c'est important, au même titre que j'allais dire, les contraintes dont vous parliez, ces contraintes d'environnement technique. Et puis, évidemment, la conduite du changement, l'aspect maintenance, monitoring. Alors, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais et puis, alors, pour le passage à l'échelle, c'est vraiment travailler sur ce pilote et ces matrices d'éligibilité des processus qui doivent répondre à différents critères. Voilà, donc j'ai essayé de résumer. Ce que je propose en tout cas, c'est de laisser la main aux participants pour recueillir les questions. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions. N'hésitez pas. Alors, j'ai une première question qui est: y a-t-il un impact de RGPD particulier sur un projet RPA? Alors, je pense que plusieurs personnes peuvent sans doute en parler, mais oui, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Est-ce que vous avez perçu, est-ce qu'il y a eu des difficultés RGPD? Je pourrais compléter s'il faut. Mais... Non, difficultés RGPD. Non, la question qui s'est posée, c'est plutôt jusqu'où peut aller le robot. C'est-à-dire, est-ce que le robot est en mesure de prendre de l'information que l'on ne souhaiterait pas qu'il connaisse quelque part. Bon, comme le système est quand même... finalement, la machine, elle fait ce qu'on lui demande, hein, elle ne fait rien de plus, elle ne va pas inventer la poudre. À partir du moment où on connaît les données qu'elle manipule, à partir du moment où le poste qui est mis en... on installe le robot est finalement la même chose que le poste d'un agent, il n'y a pas plus de risque. Je dirais presque qu'il y a moins de risque que de confier la même tâche à un agent, puisque l'agent est toujours susceptible de récupérer des informations en parallèle, alors que le robot, lui, va faire vraiment que ce qu'on lui demande. Oui, tout à fait. Alors, je suis peut-être effectivement pour compléter un peu plus. Donc, cet aspect RGPD, il est, et d'ailleurs, on l'avait pris en compte en amont de ce projet-là. On en avait discuté. Il faut juste se rappeler finalement que le robot ne fait que ce que l'utilisateur fait de manière automatisée. Donc, j'allais dire que la problématique RGPD, elle demeure, mais il n'y a pas d'impact particulier d'un projet RPA sur les RGPD. Alors, autre question, quels sont les axes contenus dans la matrice d'éligibilité? Alors, il y a plusieurs choses, hein, et là aussi,
peut-être que ça vaut le coup d'échanger avec la matrice dont parlait Fabrice. Mais en gros, on parle de critères d'éligibilité. Donc, il y a des critères assez génériques, et après, on peut les décliner de manière un peu plus spécifique. Donc, il y a différents types de matrices. L'éditeur UiPath en propose, évidemment, et derrière, il y a un certain nombre de choses de fonctionnalités qui sont disponibles. Mais en gros, il faut quand même une volumétrie. Déjà, première chose, est-ce qu'il y a de la volumétrie? Si vous avez 10 PDF à traiter tous les 3 jours, assez rapidement, on va s'apercevoir que ça ne vaut pas le coup, parce qu'il y a quand même un aspect rentabilité, ROI derrière. Il va y avoir aussi quel type de données, est-ce qu'elles sont digitalisées, etc., quel type de fichiers. Donc là, c'est un exemple aussi assez fréquent. Ensuite, on va parler de temps de traitement. Les temps de traitement, là aussi, si vous avez des utilisateurs qui passent beaucoup de temps, et on l'a vu avec le témoignage de Fabrice Bellorger, je crois que c'était en gros 2 ou 3 heures pour traiter 130 PDF. Aujourd'hui, le robot met 3 minutes. Donc ça, ce sont autant d'exemples assez basiques de critères d'éligibilité qu'on va retrouver. Donc avec une petite dizaine de critères déjà, on arrive à se faire une idée sur oui, mon processus est automatisable. Donc le nombre de personnes, le nombre de TP, de la volumétrie de données qui est traitée, la qualité, etc. Je ne sais pas si Fabrice ou Guillaume voulaient compléter. Ouais, là, j'en ai un en tête aussi qui est très important à mon sens, c'est la stabilité des systèmes. C'est-à-dire, il est évident que si on veut interfacer, ça peut servir d'interface quelque part le robot. Chez nous, par exemple, il va prendre en compte des informations dans 3, 4, 5 systèmes différents selon les cas. Si ces 3, 4, 5 systèmes différents sont voués à mourir dans 6 mois, c'est pas la peine de faire un robot. Il vaut mieux attendre le nouveau système et puis là, pour le coup, faire quelque chose plus en amont dans le système d'information pour lui permettre de traiter directement la chose. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une stabilité. Moi, je pense que les systèmes sont quand même pas non plus évoluent pas non plus de manière hyper importante tous les 6 mois. Donc, si on a 2 années de stabilité devant nous, c'est-à-dire pas de montée en version, vraiment de stabilité, c'est-à-dire d'abandon du système, de changement de système. Si on a ça devant nous, ça vaut le coup d'automatiser les choses. Oui, c'est Guillaume. Je pense que dans la notion de matrice d'éligibilité, il y a effectivement, comme Steve le disait, un certain nombre de paramètres qui semblent assez faciles et on les retrouve et UiPath met à disposition un certain nombre d'outils, notamment Automation Hub qui va permettre de recueillir, j'allais dire, les remontées des agents, des gens de métier qui remontent des idées d'automatisation. Et derrière ça, il y a tout un processus effectivement qui vient qualifier un certain nombre d'éléments techniques, comme l'a dit Fabrice Bellorger, pour développer cette matrice d'éligibilité et de bénéficier, j'allais dire, d'une vision industrielle de la priorisation des sujets et des bénéfices associés, puisque dans tout projet RPA, et je pense que c'est le cas aussi, Oscar, il est très intéressant de montrer, de mesurer les bénéfices. On les a vus d'un point de vue humain, de qualité de vie, mais en termes de performance pure, effectivement, de compliance. Il y a un certain nombre d'indicateurs aussi à concevoir sur la manière dont on évalue les bénéfices de ces robots. Oui, et là clairement, ces indicateurs, tout dépend de la stratégie de la société, du groupe, de l'entreprise. Si on cherche du bien-être au travail ou si on cherche de la performance de productivité, c'est pas du tout les mêmes mesures, mais en tout cas, oui, avant et après pour faire un comparatif. Très bien, écoutez, je pense qu'on a. Alors, j'ai une autre question. Donc, en amont de votre projet de robotisation, avez-vous étudié d'autres systèmes de robotique tels que Blue Prism ou autres? Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser UiPath? Écoutez, ça tombe bien, on va en parler. Donc là, je ne suis pas forcément le mieux à même, mais en tout cas, concernant le choix de UiPath, c'est un choix qui a été fait par la Direction générale du numérique, donc des armées, d'accord, qui a fait le choix, d'ailleurs, j'allais dire comme Kyrus, de s'adresser donc aux leaders sur le marché de la solution RPA. Et il se trouve que dans le cadre de l'accompagnement de ce projet RPA, Kyrus et UiPath sont partenaires. Donc on va dire qu'on avait tous les éléments réussis pour aller là-dessus. Peut-être rentrer un peu plus en détail.
Effectivement, le choix de la plateforme UiPath, d'un point de vue Kérus, hein, pour nous, il va de soi. Je crois que pour le client aussi, puisqu'il a permis vraiment de faire la démonstration de la plateforme, à la fois en termes de fonctionnalité, de simplicité d'utilisation, de formation. Hein, donc là, Guillaume en parlera mieux que moi, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'autres choix qui existent. Mais aujourd'hui, on a fait le choix, nous aussi, côté Kérus, et comme notre client aujourd'hui, d'aller tout simplement vers un leader sur cette activité. Oui, alors, si je peux juste me permettre de compléter un tout petit peu côté ministère, nous, on a bien une direction générale du numérique qui est là avec une armée d'ingénieurs pour tester toutes ces solutions. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais entre eux et puis l'agence Innovation Défense, où là, on retrouve également pas mal de personnes hautement qualifiées techniquement. Ces gens-là vont faire les tests de différentes plateformes et dire bon, finalement, nous, on retient ça et le ministère tout entier utilisera que cet outil-là. Donc, dans ce cas-là, ça a été UiPath. Moi, il m'aurait dit on utilise autre chose, j'aurais utilisé autre chose parce que c'est pas mon domaine. Voilà. Donc, j'ai pris UiPath et puis ce que l'on a fait également, c'est qu'on a demandé à ce que des agents de chez nous soient formés au cours du projet et puissent apprendre à utiliser la technologie. Et c'est comme ça qu'on arrive à assurer un minimum de maintenance, c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre comment fonctionnent les robots et comment on peut, et sur quel axe en fait on peut les développer ensuite et les déployer avec nos partenaires. Je me permets, c'est Guillaume, hein, donc je suis l'éditeur. Sur ce point, je pense que c'est assez important. Le sujet de la DGNUM et du choix de la technologie, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En revanche, ce que j'entends là est intéressant et je pense que c'est important de le valoriser. Aujourd'hui, UiPath met à disposition de ses clients l'ensemble de ses cursus de formation de manière gratuite sur le web avec des contenus en français. Et pour être encore plus précis, dans le cadre de la relation que nous avons avec le ministère des Armées, nous travaillons avec un programme qui s'appelle Académique Alliance, qui permet notamment aux instituts de formation agréés par le ministère dans différentes chaînes de commencer à fournir gracieusement nos contenus et les licences associées à des fins de formation, afin que les différentes entités du ministère puissent former des apprentis aussi sur cette technologie. Oui, d'ailleurs, c'est le choix qu'on a fait. Moi, je suis un fervent défenseur de l'apprentissage. J'ai encore accueilli, pas plus tard que ce matin et hier matin, mes deux nouvelles apprentis de l'année. Mon apprenti de l'an dernier a bénéficié de cette formation RPA et manipule plutôt bien maintenant la technologie. Donc forcément, sur son CV en sortie d'école d'ingénieur, c'est toujours un plus et ça lui permettra certainement d'utiliser cet outil à court terme. Ça, c'est très intéressant, le côté formation et intégration d'équipe. Très bien. Bah, écoutez, je n'ai pas d'autres questions des participants. Alors, n'hésitez pas, si jamais il y en a une dernière, on peut la prendre, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous propose de clore ce webinaire. Alors, j'attends, j'ai toujours rien dans ma file. Alors, ce webinaire, de toute façon, sera disponible assez rapidement sous forme de replay. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion, pour ceux qui veulent le revoir ou partager, vous pourrez le partager. Un petit questionnaire vous sera également envoyé de façon à ce que vous nous fassiez un retour de ce que vous avez pensé de ce webinaire, de ce témoignage. Donc, de Fabrice Belorger, chef de projet RPA à la direction centrale du commissariat des armées, et évidemment donc de la participation de notre partenaire UiPath, donc avec Guillaume Hillman, sur ce sujet. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, et puis en espérant que on se revoit très très vite. Alors Fabrice, il n'y a pas de souci, on va se revoir très vite, et Guillaume également. Merci beaucoup et encore merci à Fabrice Belorger pour ce témoignage. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.